Les Tènes représentent sûrement à eux seuls la peuplade la plus ancestrale ainsi que la plus fascinante de toutes les cultures présentes au-delà du mur. Et bien qu'en tant que lecteur, l'on a la possibilité d'interagir avec cette culture à travers les yeux de Jon Snow, beaucoup de mystères et de zones d'ombre subsistent à propos de ce peuple fier et digne. Les Tènes sont le plus ancien des clans de sauvageons vivant dans la région du même nom, située dans la partie nord d'Écrogivre, près des sources d'un des affluents de la Laiteuse. Les Tènes habitent la région la plus au nord du monde connu, aux portes de la mystique terre des autres, celle de l'hiver éternel. Ils sont environnés par la tribu des pieds cornés, les clans cannibales des fleuves gelés, des géants et des troglodytes. Les Tènes sont isolés dans leur vallée remplie de sources d'eau chaude, sans laquelle la survie serait impossible, et ils sont les derniers êtres humains au monde à encore parler la langue ancienne des premiers hommes, qui leur permet de communiquer avec les géants. Avant de continuer, il est important de préciser que les Tènes, comme ils sont montrés dans la série, et les Tènes dans les livres, sont deux stricts opposés. En effet, dans la série, ils ne sont que des cannibales rituellement chauves, apparemment tous sadiques, cruels et sans cœur. Alors que dans les livres, c'est l'inverse opposé. Les Tènes sont de loin les plus civilisés des sauvageons, et leur mode de vie clanique se rapproche plus d'un féodalisme naissant que de toute autre chose. En effet, les Tènes ont un seigneur, le Magnar de Tène, qu'ils vénèrent comme un dieu et dont ils obéissent aux lois à la lettre. Notons que Magnar veut littéralement dire seigneur en langue ancienne. Certains disent que culturellement, ils sont l'image vivante des premiers hommes, comme leurs derniers survivants. Plus disciplinés que le reste des clans sauvageons, ils sont généralement mieux armés car ils savent forger le bronze et disposent de mines d'étain et de cuivre, les dispensant de voler des armes en métal. Leurs guerriers sont équipés de casques arrondis, d'armures de cuir renforcées de disques ou d'écailles de bronze, de courtes piques aux lames en forme de feuilles et des haches. Leurs boucliers sont faits de cuir noir uni renforcé de bronze. Certains d'entre eux sont montés sur des chevaux. Au début de la saga, leur chef est Styr, le Magnar de Tène, un redoutable guerrier au crâne chauve qui a perdu ses deux oreilles à cause du froid. Leur discipline et leur entraînement leur permet d'évoluer sur le champ de bataille en formation ordonnée, et notamment en rang serré avec les boucliers placés au-dessus des têtes. Si Styr est chauve, on remarquera que c'est loin d'être le cas de tous les Tènes, qui sont en général très barbus et aux cheveux longs. Le fait qu'ils suivent des lois est important, car ils sont de loin les seuls sauvageons connus pour lesquels c'est culturellement le cas, et ces lois leur donnent aussi un sens de l'honneur prononcé. Ils ont également un avantage martial sur tous les autres clans sauvageons de par leur capacité à pouvoir combattre de manière organisée, plutôt que comme de simples barbares, disons-le ainsi. Leur proximité avec les terres de l'hiver éternel, l'antre des autres, alias les marcheurs blancs, qu'ils voisinent depuis des millénaires, est aussi un sujet de fascination. Dans le premier livre, les Tènes ne sont pas ralliés à Mance Rayder, le roi d'au-delà du mur, quand l'histoire commence. Plus impressionnant encore, ils sont les seuls, ainsi que sûrement la première peuplade depuis la longue nuit, à affronter directement les autres, en tentant de s'opposer à leur avance, présumément dans une bataille ordonnée. Cependant, ils sont repoussés et une fois que Mance Rayder bat par 3 fois le Magnar de Tène, celui-ci accepte de se rallier à lui. Je pense que c'est un élément de l'histoire que peu de gens parlent et considèrent à juste titre. Le fait que les Tènes aient pu ressortir vivants d'un tel affrontement n'a rien de plus qu'un exploit. Bien que leur échec les ait mis en fuite, il y a beaucoup de symbolisme à tirer de ce combat. La peuplade la plus vieille, les derniers descendants directs présumés des anciens hommes, n'ont pas pu vaincre les autres, comme s'ils étaient plus importants et plus anciens encore que eux ne l'étaient. Dans le deuxième livre, le roi Mance Rayder charge Styr avec 100 de ses meilleurs guerriers, dont 2 douzaines de cavaliers, ainsi que Jar et 20 de ses pillards, de prendre Château Noir à revers par le sud. Il ordonne à Jon Snow et à Ygritte de se joindre à eux et de les renseigner sur les lieux. La petite troupe passe par le mur entre Gris-Post et La Roque, où Jon parvient à leur échapper et à prévenir ses frères jurés à temps, révélant alors sa trahison. De nombreux Tènes, dont Styr, trouvent la mort lors de l'attaque nocturne contre Château Noir. Ce fait est représenté autant dans la série que dans les livres, où il est tué par Jon Snow, ainsi qu'un warg Tène est tué par Samwell Tarly. Sigorn, fils de Styr, prend la succession de son père en tant que nouveau Magnar de Tène, démontrant ainsi que ce titre est a priori héréditaire, à l'instar d'un titre féodal. Lors de la cérémonie à laquelle donne lieu la crémation du faux Mance Rayder, le roi Stannis Baratheon demande la soumission des sauvageons capturés lors de la bataille du mur. Sigorn, le nouveau Magnar de Tène, est le premier à ployer le genou devant le roi Stannis, montrant ainsi que les Tènes respectent sûrement plus la force de ceux qui les vainquent que leur fierté aveugle en tant que clan. Les Tènes trouvent ensuite refuge à la Mole avec les autres sauvageons ayant accepté de se soumettre. Ils y conservent ordre et discipline. Lors de la venue du Lord commandant Jon Snow, Sigorn et ses Tènes refusent
sa proposition de rejoindre le mur en tant que défenseur associé à la garde de nuit, affirmant subtilement que s'ils avaient été vaincus par Stannis, le supposé roi du Sud, ils ne l'avaient aucunement été par les corbeaux. Lorsque Lady Alice Karstark se présente au mur, Jon Snow arrange une union entre la jeune femme et Sigorn afin de la protéger d'un mariage forcé incestueux avec Cregan Karstark. Le Magnar se trouve ainsi en position de se réclamer seigneur de Carhold et de récupérer le fief des Karstark en cas de décès d'Arion Karstark, cette union l'ayant placé dans la ligne de succession de la seigneurie. De par cet acte qui marque le premier mariage de l'histoire moderne de Westeros entre un membre de la noblesse nordienne et un sauvageon d'au-delà du mur, les Tenn, à travers leur Magnar, Sigorn, cessent de devenir un clan et deviennent alors une maison à part entière de Westeros. La maison Tenn, dont le blason est un disque de bronze sur champ blanc entouré de flammes vermilion, devient alors la maison la plus récente de tout Westeros. Et elle pourrait bien un jour régner sur Carhold, fief d'une famille, les Karstark, qui depuis des millénaires se targue de chasser les sauvageons comme du gibier. Et au vu des machinations dynastiques dont la famille souffre actuellement, l'on peut facilement entrevoir l'ironie que l'auteur a voulu introduire dans cette situation en remplaçant une noble maison millénaire par un clan de sauvageons honorables, plus vieux, plus ancestral, plus nordien d'une certaine manière et plus digne. Et vous, quel est le fait qui vous a le plus fasciné sur les Tenn? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et comme toujours n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine